Saga présente Et n'oublie pas de danser avec la vie de Virginie Landemaine, lu par Elsa Petit. Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Albert Einstein. À maman, à ma fille, aux femmes de ma lignée et à toutes les femmes. À papa. Avant-propos. Si vous êtes en train de lire ces quelques mots, c'est qu'il y a une raison. Alors mettez-vous à l'aise, souriez, même si vous n'êtes pas filmé, c'est toujours plus sympa. Et en avant. En écrivant ces mots et en partageant cette histoire, ma démarche est simple. Je souhaite témoigner sur un sujet parfois difficile à aborder dans notre société aujourd'hui. Ce sujet, c'est la vie après la mort, ou l'après-vie. Quelle que soit la manière dont on l'appelle, une chose est sûre, en ce qui me concerne, le doute n'est plus permis. Et j'ai aujourd'hui la certitude qu'une vie continue après la mort. Une vie certes différente, une vie hors de la matière, mais une vie bien réelle. Et cette information est suffisamment précieuse et universelle pour que j'ai eu, plus que l'envie, le besoin de partager mon histoire. Maman est décédée le 21 septembre 2017 suite à une maladie neurodégénérative dont l'évolution a été fulgurante. Son décès a bien sûr été une épreuve, pour ma famille et pour moi. Un événement qu'il a fallu accepter avec son lot de douleurs, d'incompréhension, de questions et de tristesse. Mais un événement qui a également été à l'origine d'un cadeau merveilleux et qui a fait place à des moments et des expériences uniques, d'une incroyable intensité. Un événement qui m'a aussi permis d'entreprendre un beau et long cheminement intérieur, un chemin fait de libération émotionnelle et d'évolution personnelle. Et pour cela, je suis emplie de gratitude. C'est parce que j'ai eu l'envie de partager ces expériences pour peut-être ouvrir de nouvelles fenêtres quant aux croyances de nombreuses personnes autour de la mort, et plus précisément l'après-vie ou l'après-mort, que j'ai choisi de raconter ce morceau de mon histoire. Plus qu'une envie de partager, c'est donc ce désir de transmettre qui m'anime. Je souhaite témoigner et ouvrir les portes autant que les esprits, montrer que la réalité matérielle de notre condition humaine n'est qu'une partie de notre réalité. La vie est en effet, j'en ai la certitude, bien plus que ce que nous pensons ou croyons. Et ce partage d'expériences a notamment pour but de permettre d'envisager un autre possible, pour peu qu'on ait l'envie et la curiosité nécessaires pour entreprendre un voyage au-delà de nos frontières habituelles. Dans les pages qui suivent, il est question de maladie, de mort, de santé, d'après-vie, de monde invisible, d'énergie, de communication avec cet au-delà qui fascine autant qu'il inquiète. Mais il est surtout question de vie et de joie d'être en vie. La mort, aussi douloureuse soit-elle quand on y est confronté, n'est en définitive qu'un changement d'état et le passage à une autre dimension. Cela n'enlève rien à l'absence physique, au manque et à la douleur de perdre un être cher, mais change néanmoins un certain nombre de choses quant à notre façon d'appréhender cet événement que nous sommes tous, un jour ou un autre, invités à vivre. Comme toute fin, la mort est également le début d'autre chose. C'est ce que je vous propose de découvrir. Je vous invite pour cela à faire quelques sauts dans le temps, afin de partager les expériences marquantes que j'ai vécues depuis le décès de maman. Des expériences qui m'ont amenée à franchir la porte d'un univers dont je ne soupçonnais pas jusque-là l'existence. Pas à ce point en tout cas. Je me suis également autorisé quelques écarts destinés à approfondir certains sujets, eux aussi marquants dans ma démarche et mon cheminement, dont il me semblait pertinent de parler. C'est pourquoi il est aussi question de pardon, des blessures émotionnelles que l'on porte en nous depuis toujours, et de l'impact du transgénérationnel dans nos vies. Vous savez, ces liens inconscients, et pourtant tellement forts, qui nous unissent aux générations passées, nos aïeux. J'ai par ailleurs souhaité intégrer le témoignage des professionnels que j'ai été amenée à rencontrer au cours de ce chemin, et qui ont contribué à me faire avancer d'une façon ou d'une autre. J'ai voulu qu'ils apportent leur éclairage sur la façon de communiquer avec l'invisible, mais aussi leur façon d'appréhender la vie, l'après-vie ou encore la santé. Je vous souhaite un beau voyage et, je l'espère, un très beau chemin. 9 janvier 2020. 9 janvier 2020. J'ai rendez-vous avec Stéphanie Vétélé.
une énergéticienne que j'ai rencontrée pour la première fois fin 2018 pour un soin énergétique. Ce type de soin consiste à travailler sur les différents corps subtils que nous possédons tous au-delà de notre corps physique, à savoir le corps éthérique, le plus dense, également appelé aura, le corps émotionnel, le corps mental et le corps causal. Aïe aïe aïe, encore un livre écrit par une illuminée sous LSD ou autre substance hallucinogène nostalgique des années 70, pensez-vous déjà peut-être ? Eh bien non, raté, que nenni. Disons que chez nous, en France, et plus généralement en Occident, nous avons tendance à avoir une vision assez dogmatique des choses et de la vie. Une vision qui n'incite pas facilement à la remise en question, et qui n'invite pas nécessairement à aller regarder ailleurs. Surtout quand cet ailleurs est à 1000 lieues de ce que l'on nous a enseigné depuis toujours. Et pourtant, cette façon de voir et de considérer l'être humain comme un tout, à savoir un corps, un esprit et un cœur, est inscrite depuis des siècles dans certaines traditions, telles que la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda. Quant aux différents corps subtils que nous possédons tous, là aussi, rien de nouveau. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce type de termes et de pratiques, un soin énergétique permet de nettoyer et libérer les blocages émotionnels qui entravent la circulation de l'énergie vitale. Cela dans le but de rétablir un flux énergétique harmonieux et fluide. Ce type de soin s'inscrit ainsi dans une démarche de santé globale ou holistique, et n'est bien sûr absolument pas incompatible avec des soins conventionnels quand cela est nécessaire. Bien au contraire. Mais il importe de savoir que l'objectif est de prévenir la maladie plutôt que de la guérir, comme en médecine traditionnelle chinoise. Il est ainsi coutume, en Chine, de consulter son médecin à chaque changement de saison afin d'établir un état des lieux de son état de santé et de mettre en place les mesures qui s'imposent si besoin. On retrouve cette notion de circulation de l'énergie vitale ou universelle dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes et dans différentes techniques de soins, dont le reiki, le shiatsu, mais aussi l'acupuncture. Cette façon de soigner présente la caractéristique de considérer l'humain dans sa globalité, c'est-à-dire de le considérer comme étant doté d'un corps physique, mais également d'un corps émotionnel et spirituel. Partant du principe que cette énergie vitale irrigue nos différents corps, dont le corps physique, les soins énergétiques visent à restaurer la circulation de cette énergie en nettoyant les blocages liés aux chocs que nous vivons au quotidien. Pollution environnementale, accidents, choc émotionnel, stress, traumatisme. Cela afin de préserver un équilibre et prévenir d'éventuels dysfonctionnements énergétiques susceptibles de générer, à terme, des symptômes et pathologies se manifestant dans le corps physique. Je suis en effet convaincue que nos maladies sont l'expression d'un dysfonctionnement dont l'origine et la cause sont souvent multiples, à commencer par des facteurs environnementaux, génétiques ou alimentaires notamment. Mais les facteurs émotionnels ne sont pas à exclure. En Occident, le stress et l'anxiété sont des maladies chroniques particulièrement répandues, à tel point que l'on parle de mal du siècle, et qu'en France, par exemple, le taux d'anxiolytiques prescrits atteint des sommets. Mais le corps ne peut pas vivre dans un état de stress permanent. Il risque de s'épuiser et de finir par développer des symptômes apparaissant dans notre enveloppe physique. Ces soins, dits énergétiques, visent alors à évacuer ces tensions créées par le stress, de même que d'autres blocages parfois ancrés si profondément, voire inconsciemment, qu'ils font en sorte partie de nous. Ces soins doivent également s'accompagner de mesures et d'actions destinées à prendre conscience de notre état de stress et de ses causes, afin de limiter au maximum les effets délétères d'un stress chronique. Il existe différentes façons d'y parvenir, et je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais il me semble important d'avoir à l'esprit que notre état émotionnel impacte directement notre corps physique, et qu'une bonne santé passe aussi, voire surtout, par une attention portée à notre vie intérieure autant qu'à notre corps. Ce 9 janvier 2020, j'ai donc rendez-vous avec Stéphanie, qui pendant près de 2 heures nettoie, libère, dénoue pour m'apporter du bien-être et m'aider à continuer d'avancer sereinement sur mon chemin. Lors de cette séance, maman est présente, comme elle l'était lors de ma première séance un peu plus d'1 an auparavant. Et comme lors de cette première séance, maman profite de la capacité de Stéphanie à communiquer avec le monde invisible pour me transmettre quelques messages. Tout au long du soin,
Stéphanie canalise différentes informations me concernant et susceptibles de m'aider à avancer. Tout est très doux. L'atmosphère est sereine et joyeuse. Je ne perçois pas directement et de façon tangible la présence de maman. Mais Stéphanie, elle, la voit, la ressent et entend ce qu'elle a à me dire. Parmi ses précieux messages, maman m'encourage à danser avec la vie, chose qu'elle regrette de ne pas avoir suffisamment faite pendant sa vie sur Terre. Maman était quelqu'un de solaire, dont la joie était communicative. Une personne joyeuse, curieuse, qui aimait la vie, les gens, faire des rencontres, découvrir. Pendant sa vie sur Terre, maman était aussi très attentive et soucieuse du bien-être des autres, à commencer par celui de son mari et de ses enfants, au détriment parfois de son propre bien-être et de ses envies profondes. Je sais par exemple qu'elle aurait aimé voyager et que certainement elle aurait aimé mettre un peu plus de fantaisie dans sa vie. Elle ne l'a pas fait, ne s'y est pas autorisée, faisant passer ses besoins et son plaisir au second plan. C'est ce que je comprends de ce message qu'elle me délivre maintenant. Une invitation à me laisser porter par la vie, à me laisser surprendre, et surtout à écouter ce que me dicte mon cœur. Pendant quelques années, il est vrai que je me suis mise un peu en sourdine, progressivement éteinte et éloignée de la joie autant que de la place qui est la mienne. Mais je suis aujourd'hui en train de marcher sur mon vrai chemin et de suivre les pas qui me conduisent vers la destination qui est la mienne. Au terme de ce soin, je m'engage donc, avec moi-même, à faire de mon mieux, à danser avec la vie et vivre pour ne pas avoir de regrets. J'entends déjà les commentaires et devine la moue sceptique et amusée de certains. Vous êtes en train de vous dire que celle qui écrit ces lignes, moi en l'occurrence, est quand même un brin perché pour s'exprimer ainsi ? Remarque pertinente, à laquelle je répondrai simplement qu'il n'en est rien. Et non, je ne suis pas plus perché que cela, et sûrement même bien moins que d'autres. Bref, j'ai mes 2 pieds fermement ancrés sur terre, et si je parle de cette expérience de but en blanc, c'est simplement pour planter le décor. Oui, maman s'est rapidement manifestée à moi, de façon indirecte, après son décès. Oui, cela peut paraître déroutant. Et oui, j'entends que cela peut surprendre. Mais c'est ainsi, et c'est justement la raison qui m'a conduite à écrire ces pages. Alors à chacun de décider, à ce niveau de la lecture, de poursuivre ou non. Et pour ceux qui continuent l'aventure avec moi, accrochez-vous. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour preuve, j'enchaîne avec une histoire de vie antérieure. Si, vous avez bien lu. Allez, la vie est une aventure passionnante, pleine de surprises et d'imprévisibilité. Allons-y. Petit 1. En 2015, la France se situe au 2e rang de la consommation de benzodiazépines, utilisées dans le traitement de l'anxiété et des troubles du sommeil notamment, derrière l'Espagne. 64,6 millions de boîtes de benzodiazépines anxiolytiques ont été vendues en 2015. Source rapport ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, avril 2017. Une vie, des vies. Se connaître soi-même, c'est cela la sagesse. Platon, Charmide. Au cours de ce soin énergétique, il est également question de mes vies antérieures. Stéphanie me révèle ainsi quelques-unes de mes existences passées, cela dans le but de m'éclairer sur des schémas de fonctionnement profondément et inconsciemment ancrés en moi, et qui ont tendance à influencer certains événements de ma vie. J'apprends ainsi que j'ai été le fils d'un forgeron dans l'une de mes incarnations précédentes. Au cours de cette vie, j'étais au service de mon père, à qui j'étais entièrement dévouée. Je servais donc et faisais passer mes désirs et aspirations au second, voire au 3e plan. Ma vie à l'époque était intimement liée à la notion de service envers l'autre. Autre vie, autre époque, autre métier. Je découvre que j'ai été écrivain, dans des temps un peu reculés, puisque j'écrivais à la bougie. Je sais d'ailleurs, à ce propos, qu'un écrivain est aujourd'hui l'un de mes guides. Il m'accompagne depuis fort longtemps, si ce n'est toujours. Il faut dire que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ce goût de raconter avec les mots. Plus jeune, je voulais déjà raconter et témoigner, pour laisser une trace et créer du lien,
convaincu que chacun possède une vie extraordinaire et des talents insoupçonnés. Je me souviens aussi d'une dissertation au lycée, où connaissant un éclair d'inspiration comme rarement, je me suis lancée dans la rédaction d'un paragraphe. Ce texte parlait d'Alexandre Solzhenitsyn, cet écrivain russe, dissident soviétique que je ne connaissais à l'époque ni d'Ève ni encore moins d'Adam. Dissertation qui me valut les éloges de mon professeur. Avec le recul, je sais que je n'ai pas écrit ce paragraphe seul, et que ce que l'on appelle l'inspiration est en réalité la manifestation d'un souffle divin, ne parle-t-on pas d'inspiration divine, qui nous dépasse bien souvent. Bref, écrivain dans cette vie passée, j'étais épris d'une jeune femme qui ne partageait apparemment pas mes sentiments, puisqu'elle m'a purement et simplement mis ce que l'on appelle communément un bon gros râteau. De ceux qui laissent des marques et peuvent vous dissuader pour un temps. C'est en tout cas ce qui se serait passé pour moi suite à ce fâcheux incident sentimental et dont j'aurais eu beaucoup de mal à me remettre, voire dont je ne me serais jamais remis. Ajoutez à cela le fait que mes conditions de vie étaient très rudes, puisque pour économiser ma modeste bougie, je ne l'allumais que par nécessité extrême, à savoir lorsque j'avais quelque chose à écrire. Et pour me tenir chaud, je me couvrais de plusieurs couches de vêtements et autres couvertures. On comprendra que je n'ai pas eu une vie facile, une vie d'écrivain laborieuse loin de faire rêver, et bien loin des paillettes et de la vie d'un écrivain à succès tel qu'on pourrait l'imaginer. Stéphanie me parle également d'une autre vie, où j'étais cette fois une femme, épouse et mère de famille, en Écosse ou en Irlande. Elle me dévoile qu'au cours de cette vie, mon mari est parti, me laissant seule avec mes enfants. Alors que je commence à plaisanter sur le fait qu'il n'a pas été très sympa de partir comme ça, un peu à la façon parti chercher des cigarettes et jamais revenu, elle me dévoile que non, mon mari est parti dans un contexte sensiblement différent, mort à la guerre. Alors, pour résumer, une vie au service d'eux, consacrée aux autres, le sentiment d'être rejeté, abandonné, des conditions difficiles et austères, autant d'expériences qui ont développé en moi la croyance que, franchement, la vie est dure, mais qui ont aussi imprimé en moi un profond sentiment d'abandon, et autant de croyances avec lesquelles je suis arrivée dans cette vie, dans ma vie de Virginie. Ce qui tend à confirmer que cultiver la joie et prendre ma place sont quelques-uns des points que j'ai à travailler et améliorer ici-bas aujourd'hui. Car non, je n'ai jamais été abandonnée. Et non, je n'ai jamais manqué de rien, et surtout pas d'amour. Est-il nécessaire d'aller voir si loin pour résoudre des difficultés auxquelles on est confronté dans le présent ? Faut-il aller visiter ses vies antérieures à celles que l'on vit actuellement ? Certains diront que oui, que cela permet de mettre de la conscience, de comprendre le présent et d'éclairer certaines choses jusque-là mystérieuses dans le but de s'en libérer. D'autres diront qu'il est inutile de venir alourdir nos vies actuelles avec des vies passées, que ce que l'on a à vivre dans notre existence présente est suffisant et qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter. En somme, à chacun de voir ce qui lui convient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.